Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la sélection du prix Babelio 2025. Et j'étais tellement impatiente de tourner cette vidéo que figurez-vous que pour moi on est dimanche soir. La sélection vient d'être dévoilée. Je suis pas allée voir exprès parce que j'attendais de filmer cette vidéo. Je veux découvrir la sélection en direct avec vous. Et d'habitude je tourne mes vidéos le jeudi ou le vendredi, un petit peu avant qu'elles sortent. Mais là, j'étais trop impatiente. Je ne pouvais pas attendre encore quelques jours. Donc, on est là, dimanche soir, après une journée de boulot. Le soleil est en train de se coucher. C'est pour ça que je vous dis ça. Il risque d'y avoir des petits changements de luminosité. Mais j'étais trop impatiente. Donc évidemment, aujourd'hui, je suis munie de mon ordinateur pour pouvoir découvrir et commenter avec vous cette sélection 2025. Et si vous ne connaissez pas encore Babelio, c'est tout simplement un réseau social littéraire. Vous connaissez très certainement Goodreads ou Livre Addict, et bien il y a aussi Babelio. C'est personnellement le réseau social que j'utilise au niveau de la littérature. Et chaque année, Babelio organise une remise de prix pour 10 catégories différentes. Et dans chaque catégorie, il y a une sélection de 10 titres. Donc en réalité, on va passer en revue 100 titres dans cette vidéo. Assez rapidement, je vous rassure, la plupart je pense que je ne les connaîtrai pas. Les critères pour être retenus dans la sélection du prix Babelio sont très simples. La première, c'est qu'il faut avoir une note de 4 sur 5 au minimum. Et la seconde, eh bien il faut tout simplement que le titre soit paru depuis le 1er octobre 2024 et ce jusqu'au 1er mai 2025 si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Et donc, sans plus tarder, il est temps de commencer à découvrir la sélection. Je suis assez impatiente de voir ce que Babelio nous a concocté pour cette année. Je mise sur une catégorie imaginaire aux petits oignons parce que j'ai l'impression qu'on a eu de grosses pépites qui sont sorties depuis le début d'année. Et je pense que la catégorie jeune adulte peut être hyper prometteuse. Parce que ces dernières années, même si je ne lis pas forcément de jeune adulte, je ne suis pas vraiment le public visé, eh bien les titres que je lis qui sont issus de cette sélection sont de véritables petites pépites. Donc j'espère très fortement que cette année ce sera la même chose. Mais je vous avoue que j'ai de très grosses attentes pour la sélection imaginaire. Allez, c'est parti. Je pense que ça va me rediriger automatiquement sur la première catégorie au niveau alphabétique. Parce que c'est ce qui se passe chaque année. Et c'est la catégorie BD. Et c'est pas forcément une catégorie qui m'emballe plus que ça, mais bon, on va démarrer par celle-ci. Oui, effectivement, on démarre bien par bande dessinée. Et à première vue, j'ai l'impression que je n'en connais aucun. Il y a en premier lieu Champ de bataille de Inès Léraud, que je ne connais pas. Un tome 8 des Vieux Fourneaux qui s'intitule Graines de voyous de Wilfrid Lupano. Forcément, je ne connais pas non plus. Minuit passé de Gaël Génier. Alors je connais pas, mais j'avoue que la couverture fait très envie. Je me demande si je l'avais pas vu passer, peut-être sur une vidéo de Cornelius ou du Paper Palace. Je sais plus. La couverture me dit quelque chose. Et pour le coup, j'avoue qu'elle m'intrigue beaucoup aussi. Ensuite, il y a Moi Fadi, le frère volé, tome 1, de 1986 à 1992, écrit par Riyad Satouf. Je vous avoue que ça ne me dit rien du tout. Revoir Comanche par Romain Renard, pareil. Deux filles nues de Luz, pareil. Brume, tome 3, La source des secrets de Jérôme Pélissier, pareil. Marcy, le point de bascule de Cathy Bord. Les femmes ne meurent pas par hasard de Charlotte Rothman. Alors ça ne me dit rien du tout, mais le titre m'interpelle. Ça m'intrigue et a priori ça a l'air résolument féministe et ça peut m'intéresser. Et enfin on termine avec Sibylline, chronique d'une escort girl de Sixtine Dano. Pareil, jamais entendu parler. En soi, cette catégorie, sans surprise, je n'ai jamais entendu parler d'aucun de ces titres, à part peut-être Minuit passé qui, comme je vous disais, me dit quelque chose. Alors, par quoi on va continuer? Est-ce que je suis l'ordre alphabétique ou est-ce que je reprends l'ordre traditionnel? Je pense que je vais passer par l'ordre traditionnel, sinon je vais en oublier. Donc on continue avec littérature française. Et je crois que j'ai rien lu cette année en littérature française, donc il y a là aussi de très fortes chances que déjà je n'ai pas lu un seul titre de la sélection, mais qu'en plus je n'en connaisse pas. Alors, il y a des couvertures qui me parlent.
C'est pas étonnant, mais bon, a priori, j'ai rien lu. Alors, le premier qui apparaît ici, c'est Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Yon. Ça, je l'ai jamais vu passer. Par contre, le suivant, Un avenir radieux de Pierre Lemaître, oui. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram parce que je suis la maison d'édition, mais c'est pas forcément une lecture qui me tente. Le suivant de nouveau, pareil, j'en ai pas forcément entendu parler, mais j'ai vu beaucoup le titre passer sur les réseaux sociaux de la maison d'édition. C'est Vous parlez de mon fils de Philippe Besson. Et j'ai l'impression que c'est un auteur qui est plutôt reconnu, mais j'ai encore jamais rien lu de lui. Pourtant, il y a au moins un titre qu'il a écrit qui est dans ma pile à lire. Les vivants d'Ambre Chalumeau, pareil, je l'ai vu passer, mais bon, ça m'a jamais plus tenté que ça. C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. C'est bizarre parce que le titre me dit quelque chose, j'ai vu passer il y a pas si longtemps, mais la couverture me dit rien du tout. L'effondrement d'Édouard Louis, jamais entendu parler. J'ai commencé par mourir de Gilles Le Gardinier. Alors ça me dit quelque chose, mais vaguement. Et que Dieu me pardonne de Claire Norton. Je suis pas sûre de l'avoir vu. Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Oui, celui-là, je l'ai vu pas mal passer. Je suis pas très certaine que ça m'intéresse. Et enfin, le dernier, j'avoue que c'est moyennement une surprise. C'est le dernier roman de Leila Slimani. Le pays des autres, tome 3, J'emporterai le feu. Je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un tome 3, parce que je suis pas certaine que ce soit une série, mais plutôt des tomes compagnons les uns des autres. Mais en même temps, j'en ai lu aucun, donc... Bon voilà, comme je vous disais, sans grande surprise, que des titres que je n'ai jamais lus, certains que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux, mais comme c'est pas forcément le genre de lecture qui me plaît et que je lis tout simplement, je suis pas du tout étonnée de n'en connaître aucun. Littérature étrangère, par contre, il y a des chances qu'il y ait potentiellement des choses qui me plaisent. Parce que, et ça c'est un petit truc que j'avais déjà noté l'année dernière et qui me chiffonne un peu par rapport au Goodreads par exemple, j'estime que les catégories sont pas assez précises au niveau des genres suivis, au niveau des genres littéraires. Parce que par exemple, dans littérature étrangère, j'ai volontairement baissé mon écran pour pas regarder, on peut très bien retrouver de l'imaginaire, parce que c'est écrit par un auteur ou une autrice étranger, qui n'est pas français. On peut retrouver potentiellement de la non-fiction, on peut retrouver du jeune adulte, et je trouve que les catégories sont parfois un petit peu mélangées. Et je crois que je m'étais fait la remarque l'année dernière par rapport à la catégorie roman d'amour, ou la catégorie imaginaire, parce que finalement, par exemple, la romantécie, on peut la catégoriser à la fois dans imaginaire et dans roman d'amour. Et voilà, ça me pose un petit peu problème parce que parfois j'aurais aimé que certains titres ne soient pas forcément dans la catégorie dans laquelle ils sont et qu'ils soient dans une autre. Bref, je divague, retournons à la sélection pour la littérature étrangère. Alors, alors j'aurais dû vous le dire, mais je le vois là maintenant. Je suis pas du tout étonnée de retrouver Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Et j'ai l'impression que c'est le seul que j'ai lu. On va quand même regarder dans le détail. Alors, on a donc Giovanni Falcone, ou Falcone, de Roberto Saviano. Je ne l'ai jamais vu passer, ça me dit rien du tout. Le suivant, c'est pareil, Les terres indomptées de Lauren Groff. Par contre, Un jeu sans fin de Richard Powers, je l'ai vu passer. C'est édité chez Actes Sud. Donc oui, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux de la maison d'édition. Et je crois bien que c'était quelque chose qui, pas forcément qui m'interpellait dans le sens où je l'ai ajouté à ma wishlist, mais il est plus ou moins dans mon radar. Lettre d'amour de Kamakura d'Ito Ogawa, inconnu. Les lotus d'or de Jane Young, par contre, je l'ai vu pas mal passer. Et alors j'ai plus aucune idée de si c'était un genre d'histoire qui peut me plaire ou pas. Le chant des oubliés de Christine Hanna. J'avoue que je suis pas étonnée parce que j'ai l'impression qu'il a reçu pas mal de prix l'année dernière quand il est sorti. Mais je suis pas certaine que ça va me plaire. C'est de l'historique et c'est de l'historique qui se passe, il me semble, beaucoup au Vietnam ou qui tourne autour de la guerre du Vietnam. Et
Alors en soi ça pourrait me plaire, ça pourrait me tenter, mais tous les échos que j'en ai vus, des booktubeuses que je suis qui l'ont lu, elles étaient vraiment pas emballées par l'histoire. Boucher de Joyce Carol Oates, mais je l'ai jamais vu passer. Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker, forcément. Je m'y attendais, c'était aussi pour ça que je l'avais lu dans cette première partie d'année, dans le 3e épisode des vlogs que je suis en train de faire, la série des vlogs autour des préférés de mes booktubeuses préférées. Et autant vous dire que je ne vais pas voter pour celui-ci. Je sais pas pour lequel je voterai, mais je ne voterai pas pour celui-ci. Le cercle de Lady Tan de Lisa C. Je l'ai vu passer aussi et je l'ai vu en librairie aussi. Mais là encore une fois, je suis pas certaine que ce soit le genre d'histoire qui me plaise. C'est de l'historique, ça se passe en Asie. Je sais plus quel pays exactement, mais j'ai l'impression qu'on part un petit peu sur une histoire à la Pachinko. Et j'avais pas aimé Pachinko. Et enfin, on termine avec Le temps d'après de Jean Egland, autrice qui me semble est en tournée en ce moment en France, en tournée dédicace. Pourquoi pas? D'autant plus que c'est édité chez Gamester et j'aime bien cette maison d'édition, donc pourquoi pas? Je suis quand même un petit peu plus emballée par cette catégorie que la précédente, littérature française. Quoi qu'il arrive, je lirai celui qui gagne et peut-être que j'en lirai un autre. On verra, il faut pas que je commence à m'emballer, on se souvient du carnage que ça a été l'année dernière, puisque si vous êtes nouveau sur la chaîne, le but aussi de découvrir cette sélection du prix Babelio, c'est parce qu'après, une fois les votes terminés, une fois les lauréats annoncés, je lis les lauréats et plus. J'avoue que j'en lis plus. Et l'année dernière, j'avais considérablement augmenté ma pile à lire. Et la vidéo où je vous parle de ces lauréats et de toutes ces lectures que j'ai pu faire dans le cadre du prix Babelio de l'année, d'habitude elle sort fin de l'été, septembre. Là cette année elle est sortie un petit peu avant Noël. Alors on continue, la prochaine c'est Polar et Thriller. Polar et Thriller, je crois que je n'ai rien lu depuis le début d'année, mais j'ai dû en lire peut-être à la fin de l'année dernière, je sais pas. On va bien voir. Par contre, je mise gros sur Freida McFadden, parce qu'elle se retrouve dans la sélection chaque année. Et alors, l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière, c'était Les secrets de la femme de ménage qui avait gagné. Et l'année précédente, c'était... Alors, je sais plus si La femme de ménage avait gagné, mais il était dans la sélection. Et bah là, le tome 3 est sorti l'année dernière. Donc, il y a quand même des chances qu'il se retrouve dans la sélection. En plus, j'ai regardé hier, il a une note supérieure à 4. Donc, il a toutes ses chances. Bref, le suspense est à son comble. On y va. Je n'ai plus d'internet. Ouh, ouh. Oh. Il n'y a pas de Freida McFadden cette année dans la sélection. Il y a quand même du gros potentiel. Je vois des choses qui me plaisent beaucoup. Bon alors sans surprise, là aussi je n'ai rien lu de la sélection, mais je suis plutôt contente. Même s'il n'y a pas Freida McFadden, surtout il n'y a pas Stephen King. Je suis contente, je suis vraiment contente. Alors il y a La librairie des chars noirs de Pier Giorgio Pulici, qui en soi ne me tentait pas plus que ça, mais j'avoue qu'il remonte un petit peu dans mon estime de lectrice. Dernière soirée de Lisa Gardner. Je crois que j'ai jamais lu du Lisa Gardner, mais ça reste une autrice à découvrir pour moi. Et Lisa Jewell avec Rien n'est vrai, il se trouve qu'il est dans ma pile à lire pour un vlog un petit peu spécial. Donc c'est sûr que je vais le lire. Ensuite il y a le dernier Jean-Christophe Granger avec Sans soleil tome 1, Disco Inferno, qui ne me tente pas plus que ça. Les morsures du silence de Johanna Gustafsson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Michel Bussy avec Les Assassins de l'Aube. Je suis moyennement emballée, mais je suis aussi moyennement étonnée de le retrouver dans la sélection. J'ai l'impression que ça reste un auteur hyper populaire et que si jamais il sort un titre dans l'année qui correspond aux critères de Babelio, forcément il va se retrouver dans la sélection. On retrouve de nouveau Karine Gebel avec le tome 2 de À chaque fois mourir un peu. Ce tome 2 c'est Trauma. Je dis encore une fois parce que l'année dernière elle était déjà dans cette catégorie avec la même série, mais c'était le tome 1 et je ne l'avais jamais lu. Survivante de Cédric Cyr, je l'avais beaucoup vu passer et je ne connais pas cet auteur, donc pourquoi pas.
Et par contre il y a Donato Caridi avec son dernier titre, L'éducation des papillons. Et Donato Caridi, je l'avais découvert l'année dernière justement grâce au prix Babelio, parce qu'il y avait un de ses titres, c'était La maison aux lumières, qui était dans la sélection. Et que j'ai lu, pas forcément par hasard, mais je l'avais prévu dans ma pile à lire. Et quand je me suis rendu compte que ma pile à lire était en train de dégringoler tellement elle était gigantesque, je m'étais dit, bon, peut-être que finalement, Donato Caridi, je vais le nexter. Et puis, bah, en fait, je l'avais quand même retiré à la médiathèque. Et je l'ai lu. Et c'était tellement trop bien que je l'ai lu en 2 jours. Donc, il y a des chances que je relise du Donato Caridi cette année, parce que ça a été une très très chouette surprise. Et enfin, il y a Cozy Christmas Mystery avec Murder Party au manoir de Karine Pitocci. Un Cozy Mystery, pourquoi pas, tant que c'est pas un tome 50 de la série, pourquoi pas. Bref, là aussi, une catégorie qui a un très très fort potentiel et je suis très agréablement surprise. On passe à la catégorie suivante, donc bande dessinée c'est fait, on arrive à manga. Bon, là aussi une catégorie où je vais quand même vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a, mais je n'en lirai aucun. Je n'en aurais lu aucun de toute façon avant la fin des votes. Je lirai pas. Je lirai pas le lauréat parce que je ne lis jamais le lauréat de la catégorie manga. C'est vraiment le support, le média que j'affectionne le moins et où je prends vraiment pas de plaisir. Donc, sauf, bah là je suis en train de voir la catégorie, sauf peut-être, ah ouais non mais c'est abusé. Sauf peut-être, Seule la mort attend la vilaine, mais là c'est le tome 6. Mais en même temps j'ai entendu tellement de bien de cette série que je me dis pourquoi pas, si c'est dispo à la médiathèque. Ça restera la condition ultime pour que je lise les mangas cette année. Bref, forcément, c'est pas étonnant avec les mangas, mais on a que des tomes qui ne sont pas des premiers tomes de série. On a le tome 2 de Freaking Romance. On a donc le tome 6 de Seule la mort attend la vilaine, mais ça m'étonne même pas parce que c'est vraiment une série qui est hyper populaire. Le tome 5 de My Happy Marriage, le tome 1 de Morgana and Oz, le tome 1 de Bloom, le tome 2 de She Wasn't a Guy, le tome 1 de Kagurabashi, le tome 15 de Solo Leveling, le tome 13 de Frieren et le tome 1 des Noces des Lucioles. Bon, il y a quand même plusieurs tomes 1 de série, mais voilà, il y a 2 tomes 2 et après on part tutoyer les sommets. Ça part en cacahuète. Bon, je lirai peut-être Seule la mort attend la vilaine, si c'est dispo à la médiathèque, s'ils ont tous les tomes, et très certainement pas avant la fin des votes par contre. Parce que je vous parle des votes, les votes sont ouverts à partir d'aujourd'hui, on est le 18 mai, et ils sont ouverts jusqu'au 3 juin. Donc ça laisse 15 jours pour essayer d'avancer dans sa pile à lire sélection. Personnellement, je sais que j'y arriverai pas, donc je vais même pas essayer. Et donc on a jusqu'au 3 juin pour pouvoir voter. Et ensuite, les lauréats sont annoncés peut-être 2 ou 3 semaines encore après. Ils seront annoncés très certainement fin juin. Catégorie suivante, jeunesse. Là aussi, il y a très peu de chances que j'ai lu quoi que ce soit, très peu de chances que quoi que ce soit m'intéresse, et très peu de chances que je lise le lauréat. Mais on ne sait jamais. Là aussi, je suis vraiment pas le public visé avec cette catégorie. Donc déjà, je ne voterai pas, parce que j'ai pas envie de fausser, je connais absolument rien, donc c'est inutile. Et il y a des chances que je ne lise pas le lauréat. Cette année, qu'est-ce qu'on a? Le tome 1 d'Agence Perdido, Les Derniers Retrouveurs. Mais alors, c'est écrit par Victor Dixon, donc peut-être. À voir si c'est pas trop jeunesse. À voir. Impossible créature de Catherine Rundle. Les légendes d'Orty de Clara Hoffman. Chevalier chouette et petite oiselle de Christopher Denise. Bergère guerrière, Les novices de Jonathan Garnier. Bergère guerrière, c'est une série, mais je crois que c'est une série de BD, il me semble. Ou alors là, c'est peut-être un roman qui est basé sur les BD, je ne sais pas. Ensuite, on a Le dernier hiver de Marcus Malt, Monsieur le lapin blanc de Benjamin Lacombe, Franqueur tome 1, À nous la vie d'artiste de Marie-Aude Muraille, le tome 1 aussi de Serruria avec Le voleur de trousseau de Martin Mayron et Pierre Bayard, détective privé, L'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais. Ouais.
sans surprise, je suis pas emballée par cette catégorie. La catégorie suivante, c'est jeune adulte. Et celle juste après, c'est imaginaire. J'ai bien envie de les garder pour la fin. Donc on va passer sur roman d'amour. J'appréhende, parce que c'est vraiment le genre de lecture où j'aime bien lire vraiment de temps en temps, et je suis très difficile avec mes lectures romance, roman d'amour, ce genre de choses. Mais il faut que je voie ça. Bon, j'aurais pu prévoir Powerless de Lauren Roberts. Mais voilà, bon, oui, sans surprise, je suis pas full emballée. On retrouve un tome 2, alors je sais pas si le titre de la série c'est King's University ou The South Girl. En tout cas c'est un tome 2. Puis après on a encore un tome 2 ici de la série Les Frères Reynolds et le titre c'est Faux Départ, c'est écrit par Aimé Lou. Ensuite on a Valentina qui est apparemment un tome 1 et c'est écrit par Azra Reed. Wicked Game de Anita Riggins. Alors là je suis quasi sûre que c'est de la dark romance, ne serait-ce que par le titre, donc non. À nos cœurs battants d'Emma Green, je crois que c'est celui que j'ai le plus vu passer. C'est Mots que nous taisons de A.J. Bromwich, ça me parle pas. Majesty tome 1 avec Mad Majesty de Delinda Dane. Inconnu au bataillon. Misdeed d'Ariel Hera, inconnu. Kings of Sin, La colère de Anna Wang, je l'ai vu pas mal passer. Ça m'emballe pas, mais je l'ai vu passer quand même. Et évidemment, Powerless de Lauren Roberts. Qui, si j'avais dû parier, je l'aurais mis dans la catégorie, mais en fait, j'avais oublié qu'il existait parce qu'il a fait un buzz énorme, mais il y a plusieurs mois. Et j'avoue que je l'avais un petit peu oublié. La catégorie non-fiction, et on arrive bientôt à la fin. J'ai pas lu de non-fiction cette année. Oui. Quelque chose qui fait écho à la vidéo de la semaine dernière. Alors dans ma capture d'écran, j'arrive pas à mettre les titres complets parce que non-fiction, on a souvent des titres à rallonge. Et là, ça rentre pas tout sur ma capture d'écran, donc désolée à l'avance. Mais donc dans cette catégorie, cette année, nous avons Intérieure nuit de Nicolas Demorand. Je ne sais pas du tout quel est le sujet de ce titre. Coulée brune. Comment le fascisme inonde notre langue d'Olivier Manoni. Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan de Maryse Burgot. Ça peut être intéressant, mais spontanément, j'irai pas lire ce genre de titre. Résister de Salomé Saké. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Si c'est vraiment sur Marc Aurèle, sur l'Empire romain, ce genre de choses, ça peut être chouette. Le cours de Monsieur Paty de Michael Paty. Désolée, ça m'emballe pas. Ajouter de la vie au jour d'Anne Dauphine Julien. Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico de Manon Garcia. Ça peut être hyper intéressant, comme ça peut être hyper anxiogène. Qui tout double. Celui qui me fait le plus envie, La disparue de la réserve Blackfeet d'Anaïs Renevier. Et c'est pour ça que je vous disais que ça faisait écho à la vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez visionnée dans son entièreté. Vous savez que j'ai plusieurs titres de cette collection de chez 10-18 dans ma bibliothèque, à cause ou grâce à ma sœur qui me les a prêtés. Et celui-ci, elle ne l'a pas, donc je ne l'ai pas non plus. C'est le dernier qui est sorti, ou l'un des derniers qui est sorti du moins, et ça traite de faits divers, donc véridiques, qui ont secoué les États-Unis, et ici ça s'est passé au Montana. Et j'adore tout ce qui tourne autour des histoires vraies, donc ça m'intéresse beaucoup. Et enfin, le dernier, c'est donc le titre à rallonge. Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine. D'Alex Tamessilia. À voir. À voir. Je lirai très certainement le lauréat. En fait, ça dépend de sur quoi ça tombe. Si c'est quelque chose de trop politique, non merci. Et je lirai La disparue de la réserve Blackfeet. Parce que ce sera mon excuse pour enfin découvrir la collection qui me fait les yeux doux depuis le premier titre qui est paru dans cette collection. Donc, ce sera mon excuse. Bref,
il est temps de regarder ce que Babelio nous a contacté dans la catégorie jeune adulte. Je vais garder imaginaire pour la fin. Le stress. Le stress. Alors, jeune adulte. Je pense qu'il y a quand même un gros potentiel. J'ai toujours pas internet. Ah bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Oh là là. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Ok. Évidemment, il y a du gros potentiel. Waouh. Attendez, je fais la capture d'écran et on en parle. Alors, évidemment, il y en a plusieurs où je suis pas surprise. J'aurais dû parier dessus, mais le dernier Hunger Games, évidemment, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Je vais voter pour celui-ci. De toute façon, tous les autres, je ne les ai pas lus. Il y a le tome 1 d'Atalante, La naissance d'une guerrière, de Cassandre Lambert, qui, j'ai l'impression, a fait un carton. Peut-être ou peut-être pas, parce qu'elle a fait Koh Lanta en même temps que la sortie de son livre. Mais ça fait un carton. Le tome 3 d'Absolu, Les éveillés de Margot de Seine. Ça tombe très bien, parce que j'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps, en début d'année. Et surtout, il était dans la sélection du prix Babelio de l'année dernière. Et l'année encore d'avant, il y avait le tome 1 dans la sélection. Et je sais plus s'il avait gagné ou pas. Mais je l'avais lu et j'avais adoré ce titre. C'est pour ça que j'avais continué la série d'ailleurs. Donc, le tome 3, je vais le lire. Nous, de Christelle Dabos. J'ai pas vu forcément des retours de ce titre, ni positif ni négatif. Non, si, en fait, j'en ai vu un positif et un mitigé. Je sais plus. Un positif, c'est sûr. Mais c'est tout. J'avais pas l'impression qu'il avait collecté assez de votes positifs pour passer dans la sélection. Mais en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, Heartless Hunter de Kristen Ciccadrelli. Voilà. Si j'avais dû parier, j'aurais dit oui, il est temps. Keleana, le royaume de cendres de Sarah J. Maas. Je suis pas du tout familière avec cette série. C'est pas précisé quel tome c'est. Mais je suis quasi sûre que c'est pas le tome 1. Et je lirai pas cette série. Impitoyable serment de Rebecca Ross. Là aussi c'est pas précisé, mais c'est le tome 2 d'une duologie. J'ai pas lu le tome 1, mais j'avais vu que des retours positifs sur le tome 1 et quasi que des retours mitigés voire négatifs sur le tome 2. Et là c'est le tome 2. Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? The Stolen Air tome 2. Le trône du prisonnier de Holly Black. Bah là c'est un tome 2 d'une série qui ne m'intéresse pas, donc je le lirai pas. Et enfin on a Camera Obscura, le chant des morts de Maëlle Dessart, que je ne connais pas du tout, mais à voir, à voir. Je veux pas avoir d'a priori non plus. Cette catégorie est plutôt prometteuse. Il y a des titres où je suis vraiment pas étonnée de les retrouver. Il y en a d'autres où je me pose plus des questions. Et puis il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais en soi, ça peut être très prometteur. Par contre, c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur des livres qui sont dans une catégorie, mais qui pourraient tout à fait être dans une autre catégorie, ou même ça leur correspondrait mieux. Je pense notamment à Nothing Like the Movies de Lynn Painter, que je verrai quand même vachement plus dans la catégorie roman d'amour. Même si, évidemment, j'ai pas lu le titre, et je peux pas vous dire si c'est plus de la romance que du jeune adulte. En soi, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Nothing Like the Movies, j'ai l'impression que c'est plus de la romance. Heartless Hunter, c'est de la romantasy. Impitoyable serment, c'est de la romantasy. Et ça m'étonnerait pas du tout que Keleana, The Stolen Air, au moins, soit aussi plus ou moins de la romantasy. Bref, on pourrait aussi les retrouver ailleurs. Mais en soi, c'est une catégorie qui m'intéresse beaucoup. Je lirai aucun autre titre avant la fin des votes. Donc, je vais voter pour Hunger Games. Je vais voter maintenant d'ailleurs. Le moment que nous attendons tous. La catégorie imaginaire. Je parie. Je croise les doigts. Ce sont des titres que je n'ai pas lus, mais je les attends avec grande impatience dans cette catégorie. The Sword of Kagan de M.L. Wang. Et le premier tome d'une duologie que vous n'avez peut-être pas beaucoup vu passer, mais que moi j'ai vu cartonner sur Instagram. Et je pense que c'est mérité. Et j'aurais dû le recevoir et le lire
dans le cadre d'un partenariat avec la maison d'édition, mais finalement j'ai reçu autre chose, j'ai reçu La Rose et le Serpent à la place. Le Bouffon de la Couronne de Thibaut Lafargue. Il a l'air excellent, il a l'air vraiment bien écrit, prenant. Et c'est un tome 1 de duologie, d'épique fantasy francophone. Voilà, je dis ça, je dis rien, je scrolle et je regarde la sélection pour cette année. What? Mais, ok, trop étonnant, j'en ai déjà lu un, et voilà, c'est typiquement le genre de choses, j'aurais jamais cru qu'il soit dans cette catégorie, et pourtant il y est. Et il y en a d'autres qui sont dans ma pile à lire. Alors c'est assez étonnant parce qu'il y en a d'autres où j'avais pas forcément l'impression qu'ils avaient des notes égales ou supérieures à 4 sur 5 pour faire partie de la sélection. En soi, je suis assez emballée là aussi. Bon, il y a des tomes de séries qui ne sont pas des tomes 1, mais pourquoi pas? Voilà, je suis déjà en train de faire exploser ma palle. Bref, on a le tome 1 de Dungeon Crawler Carl, qui est écrit par Matt Diniman. J'ai pas vraiment vu cette série marcher sur le booktube français, mais sur le booktube anglophone, oui. Ensuite, on a Dot de sang de S.T. Gibson. J'étais persuadée que ce titre est sorti avant octobre 2024. J'étais mais vraiment persuadée que ça fait genre 1 an qu'il est sorti. Donc en fait, c'est peut-être juste que ça fait 1 an que je l'ai dans ma palle. Je l'ai en anglais, mais je l'ai. Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig. Je me demande si c'est pas un tome qui n'est pas un tome 1 de série. Je suis pas vraiment sûre, mais je me pose des questions. Le passeur de Prospera de Justin Cronin. Je sais toujours pas. J'ai lu le livre et je sais toujours pas comment on dit le nom de son auteur. Je voterai absolument pas pour ce titre parce que je l'exècre. Non. 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 Mais je vous l'avais dit d'ailleurs quand je l'ai lu, ou quand je l'ai proposé pour le Music and Books Challenge, je sais plus à quelle occasion je vous l'ai dit, mais je vous l'avais dit, je le sens venir, qui va être dans la sélection du prix Babelio, lisons-le. Voilà. Et encore une fois, je l'aurais pas du tout mis dans cette catégorie, je l'aurais mis dans littérature étrangère. Mais bon. Ça fait partie de l'imaginaire aussi. J'ai détesté ce livre. Nettle and Bone, Comment tuer un prince de T. Kingfisher. Pas étonnée du tout de le retrouver dans cette catégorie. Et d'ailleurs, je l'ai dans ma pile à lire. Je l'ai reçu il y a quelques jours seulement, donc je vais le lire. Encore une fois, pas avant la fin des votes, mais je vais le lire. C'est prévu. De toute façon, il va faire partie d'un vlog lecture. La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, qu'on a vu cartonner en anglais, qui est sortie il y a peu de temps chez Brajlon et qui continue de cartonner du coup en français. C'est de la cozy fantasy qui m'emballe pas plus que ça, mais bon, peut-être que je le lirai du coup pour cette catégorie. L'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett. Est-ce que c'est le tome 1 ou est-ce que c'est le tome 2? Je sais que cette série est ultra populaire. Et je l'ai pas lu. Si vous l'avez déjà lu et que vous pensez que ça peut me correspondre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que je suis un peu... je sais pas trop. Ensuite, on a le tome 1 d'Excalibur avec La Fabrique des Rois, écrit par Gabriel Katz. Je n'ai jamais entendu parler de ce titre, je sais même pas chez quelle maison d'édition il est sorti. Laissez-moi regarder. Chez Scrinéo. Et ben, il a une note de 4,13 sur 5. Bravo. C'est quoi les tags? Série, aventure, roman, fantasy, littérature jeunesse, histoire, légende de la table ronde, légende arthurienne. Et bah oui, en même temps, le titre c'est Excalibur. Et c'est un tome 1 de duologie apparemment. Ensuite, on a La guerre sans fin de Daniel L. Jensen, qui est un tome 1, un tome 2 de duologie. Je sais pas, c'est pas précisé, mais je sais qu'il fait partie d'une duologie qui elle-même s'inscrit dans un cycle de plusieurs duologies. Donc, je vais passer mon tour. Et enfin, The Sword of Kagan de M.L. Wang. Je vous l'avais dit. Je suis trop excitée parce que j'attends ce titre depuis tellement longtemps. J'attendais sa traduction. Et quand il a été annoncé par les éditions Calix, je me suis dit yes, enfin. Sauf qu'ils l'ont sorti dans un format que je n'affectionne pas, à un prix qui ne me plaît pas.
et avec un toucher texture qui me débecte. Donc je l'ai jamais acheté en version papier, mais je l'ai acheté il y a quelques jours en version numérique parce que je me suis dit que de toute façon il y avait de très fortes chances qu'il soit dans la sélection et que de toute façon je crève tellement d'envie de le lire que j'en ai marre. Il faut que je l'ai. Et si c'est en numérique c'est pas grave, mais je l'ai. Et je suis trop contente de le retrouver dans la sélection. Par contre je suis hyper déçue de ne pas retrouver le bouffon de la couronne. Je suis vraiment déçue en fait. Parce que pour moi, le passeur de Prospera ne mérite absolument pas sa place. Je dis ça parce que je l'ai lu et je sais qu'ils vaut vraiment pas le coup. Bref, ça ne m'étonne même pas, mais c'est évidemment la catégorie dans laquelle j'ai lu et j'ai plus de titres dans ma pile à lire, puisque j'ai lu le passeur de Prospera, mais j'ai dans ma pile Dot de sang, Nettle and Bone et The Sword of Kagan. Donc sur les 10 titres, 1 lu et 3 dans ma palle. Et alors je refais un petit tour rapidement sur les catégories, mais je crois que sur les 100 livres de la sélection dans son entièreté, il me semble que j'en ai lu que 2. Non, my bad, j'en ai lu 3. J'ai lu Le Passeur de Prospera, Lever de soleil sur la moisson, pour lequel je viens de voter, et Toutes les nuances de la nuit, pour lequel je ne voterai pas. Le Passeur de Prospera, c'est clair aussi, hein, je voterai pas pour lui. Je sais pas encore pour qui je vais voter, parce que j'ai quand même bien envie d'essayer d'en lire au moins un avant la fin des votes. Mais lequel? The Sword of Kagan ou Nettle and Bone? Ça pourrait être intelligent de lire Nettle and Bone, parce que il va faire partie d'un vlog, donc je sais pas. Mais dans tous les cas, je ne vais pas voter pour le passeur de Prospera. Bref, voilà ce qui conclut cette découverte de la sélection du prix Babelio. Globalement, je reste emballée. Mais je vous avoue que j'ai quand même très envie que Babelio revoie un petit peu son fonctionnement de prix, de catégorie, notamment par ce que je vous disais précédemment au niveau des titres qui peuvent être et mieux correspondre à d'autres catégories, mais aussi j'aimerais beaucoup que la sélection imaginaire soit revue, soit corrigée, parce que finalement dans l'imaginaire on peut mettre tout et n'importe quoi, ou presque. On peut mettre de la fantasy, on peut mettre de la science-fiction, on peut mettre de la romantasy, on peut mettre de la cozy fantasy, on peut mettre vraiment plein de choses. Et je trouve qu'il y a trop de sorties intéressantes, trop de potentiel pour avoir une seule catégorie, pour avoir uniquement 10 livres sur toutes les sorties qu'on a entre octobre et mai. Mais en soi, je suis plutôt contente. J'ai très hâte d'essayer de lire quelques titres avant la fin des votes, mais franchement j'y crois pas trop. Et j'ai surtout très hâte de découvrir les lauréats pour le prix Babelio 2025, parce que là il y a vraiment du potentiel. Bref, n'hésitez pas à me dire pour quel titre vous pourriez voter dans les commentaires, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voter sur Babelio. Comme je vous disais, vous avez jusqu'au 3 juin pour aller voter. Je pense qu'il faut tout simplement être inscrit sur Babelio pour comptabiliser votre vote. Donc surtout n'hésitez pas, c'est gratuit. Et au moins vous pouvez faire entendre votre voix. Dites-moi aussi quel titre vous auriez vu dans votre catégorie préférée. Et si vous ne voulez pas laisser de commentaires, vous pouvez toujours me laisser un emoji en rapport avec les trophées et les prix, puisque c'est le sujet de la vidéo. Quant à nous, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis bye bye!